Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être venu à cette 1 heure et demie sur le sujet de pourquoi le changement climatique est-il sexiste, qui est bien sûr un titre qui invite à polémique et à discussion. Donc, le prochain 1 heure et demie, on va explorer différentes dimensions de ce sujet. D'une part, donc, comprendre les conséquences du changement climatique sur les femmes. Ce qui est très clair, c'est que les femmes sont disproportionnellement impactées différemment. En fait, c'est valable pour toute la crise. On sait que quand une crise frappe dans des sociétés inégalitaires, c'est toujours les femmes, les minorités, les groupes qui sont déjà discriminés, qui vont subir des conséquences doublement impactantes. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, le changement climatique est probablement la plus grande menace sur le droit des femmes au XXIe siècle. On sait que vous venez donc d'entendre que les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir lors d'une catastrophe naturelle, et on va aussi explorer pourquoi cela. Ils sont les premières victimes, mais elles sont également bien sûr porteuses de solutions, parce que on a jusqu'à maintenant collectivement, autant que société, beaucoup exploré le volet mitigation, donc réduction des émissions carbone. On va maintenant rentrer dans une phase face à ces transformations environnementales. On doit beaucoup plus explorer l'adaptation, les solutions. Et là aussi, les femmes sont très proches d'une réalité qui leur permette donc de développer, de proposer des solutions. Les femmes doivent également prendre une autre place dans les négociations climatiques et dans tous les endroits où on décide de politique climatique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la COP 26, elles étaient 33%. À la COP 27, ils étaient 34%. Et pratiquement jamais comme leader de la délégation. Et bien sûr, avec une place dans les négociations climatiques qui ne permet pas d'impacter suffisamment. Donc, pour commencer, donc on a pu écouter donc un extrait de podcast Un jour la Terre s'ouvre, qui a été donc produit par Louise Emerlé de chez Louis Média. Et donc, j'invite Louise sur scène. Bienvenue Louise. On l'applaudit un peu de... Bonjour à tous. Donc, oui, il faut peut-être mettre un peu plus proche. Essaye. Ça Mettre un fonctionne peu plus proche. là? Ouais, ça Ok, marche. super. Si tu mets un peu plus proche, ça fonctionnera mieux. Donc, bon, merci d'être venu ce matin et merci surtout pour ce travail. Donc, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée. Je suis Alexandra Palt. Je suis CEO de la Fondation L'Oréal. Et la Fondation L'Oréal travaille donc sur les questions de changement climatique et femmes. Et on a pu donc coopérer avec vous aussi sur ce podcast. Est-ce que ce podcast a rencontré un succès assez impressionnant? Donc, je te laisse nous raconter un peu la vie du podcast et l'idée, comment c'est venu, l'outil podcast également pour susciter de l'intérêt, pour sensibiliser. La parole est Oui, à toi. complètement. Donc, moi, je travaille pour Louis Média et Un jour la Terre s'ouvre, c'est un podcast en 5 épisodes qui fait partie d'un podcast qui s'appelle Injustice, où on essaye de décortiquer les injustices structurelles dans nos sociétés. Et là, en l'occurrence, on a voulu faire une série sur les femmes et le changement climatique. En l'occurrence, on a voulu parler du constat, effectivement, comme Alexandra l'a mentionné, que les femmes meurent en moyenne en plus grand nombre dans les catastrophes naturelles. Et on a voulu partir de la surprise que suscite ce constat. Et c'est une surprise qu'on a partagée avec Lucille Torregrossa, qui est la journaliste qui a travaillé sur ce podcast que vous avez entendu dans l'extrait. Parce que effectivement, une inondation ou une vague de chaleur, on ne se dit pas forcément que c'est des événements sexistes ou qui vont discriminer parmi leurs victimes.
Et pourtant, on a quand même ces chiffres. Donc, on est parti du tsunami de 2004 parce que, à cause de la magnitude de cette catastrophe naturelle et du delta très significatif entre les victimes femmes et hommes. Et du coup, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui concrètement a expliqué cette différence. Une fois qu'on était en Asie du Sud-Est, on s'est dit, d'accord, mais en France, qu'est-ce qu'il en est quand un événement climatique extrême touche notre territoire? Est-ce que là aussi, ça va affecter différemment les hommes que les femmes? Et ensuite, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe quand la mer se retire, quand les débris sont ramassés, quand la catastrophe est passée? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Et en fait, pas du tout. Donc, la nouvelle surprise, on se rend compte que dans certains pays du monde, après un événement climatique extrême, comme des inondations, des périodes de sécheresse très graves, les nombres de mariages précoces et forcés de jeunes filles augmentent. Donc là, on voit en fait que le changement climatique non seulement affecte différemment les hommes et les femmes à cause d'inégalités de genre, mais en plus, il va venir aggraver ces inégalités de genre et même renforcer les violences faites aux femmes. Donc là, on se dit, c'est un cercle vicieux dont on ne va jamais se sortir. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez également. Les femmes sont en première ligne du changement climatique, en tant que victimes, certes, mais aussi en tant qu'actrices de changement. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de montrer dans ce podcast, que c'est elles qui ont aussi les clés, justement, de par leur position dans la société, qui font qu'elles sont plus vulnérables, mais aussi d'apporter des solutions qui sont particulièrement efficaces et pertinentes dans la lutte contre le changement climatique. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'être nommé dans la catégorie documentaire du Paris Podcast Festival. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre le temps de décortiquer tous ces enjeux. Parce que moi, personnellement, j'étais quelqu'un... je suis formée en sciences sociales, je suis rodée sur les questions de féminisme, sensible à l'écologie. Mais pourtant, est-ce que j'avais compris comment concrètement... c'était plus théorique dans ma tête et je n'avais pas forcément compris en quoi concrètement le changement climatique affectait la vie, le corps des femmes. Donc voilà. Donc voilà, tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment est-ce que les femmes vont être justement prises en compte dans cette discussion, dans la lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est toute la question. Mais c'est vraiment important, à la fois pour les femmes, mais pour notre humanité tout entière et pour la lutte contre le changement climatique. Donc voilà. Après, l'autre surprise qu'on a eue avec la journaliste, c'est de se dire effectivement tous ces éléments-là existent, enfin tous ces chiffres existent. Le tsunami de 2004, ça fait presque 20 ans. Donc c'est bizarre en fait qu'on soit surprise 20 ans plus tard par ces faits-là. Et c'est juste, il faut juste les assembler, les analyser. Le fait que la perspective genre n'était jamais prise en compte dans le récit, on en a parlé très peu. Exactement. Ou pas du tout, donc il fallait avoir un intérêt très proactif pour savoir. Voilà, c'est ça. Et ça change ces dernières années, mais d'où, je pense, l'intérêt de ce podcast, d'où l'intérêt de cette table ronde. Donc, merci beaucoup pour ça. Bon, merci beaucoup. On aura le plaisir d'écouter un deuxième extrait tout à l'heure, avant la deuxième partie. Donc, j'invite maintenant... merci, bravo. C'est un super podcast. Et d'ailleurs, toujours disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts, si vous voulez écouter, je vous recommande. Donc, j'invite maintenant Najat Vallaud-Belkacem, Frédéric Clouse et Marie Leroy de me rejoindre sur scène. Donc, est-ce qu'on passe au micro-table? Tout à fait. OK, très bien. Donc, chaque fois qu'on parle, on doit appuyer. Voilà, on a tout compris. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, Najat, tu es directrice France de l'ONG One, ancienne ministre de droits de femmes, de la jeunesse et des sports, puis de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Frédéric Clouse est professeur d'anthropologie au Musée national d'histoire naturelle et Marie Leroy, responsable climat chez Care France. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, Frédéric Clouse, vous avez beaucoup travaillé sur pourquoi les populations
et d'ailleurs pas que les femmes, mais d'autres personnes qui subissent des inégalités, ne sont pas donc égales face au changement climatique. Et donc je vous laisse la parole pour nous parler de ça. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je travaille sur les relations humain-environnement, donc dans toute leur diversité. Et on s'aperçoit qu'il y a des inégalités de genre que l'on a déjà documentées depuis plusieurs années. Alors le muséum, j'en profite, vient de sortir un manifeste qui s'intitule « Aux origines du genre ». Donc un petit document et qui montre que ces inégalités de genre en relation avec l'environnement, elles existent dans beaucoup de sociétés, puisqu'on a une division du travail où les hommes rapportent globalement les protéines, les femmes les glucides, qu'il y a cette division, mais qu'après on a pas une répartition égale, en fait, et que la consommation, les hommes bénéficient globalement d'un régime alimentaire de meilleure qualité, protéines et glucides, et que les femmes, par ces formes de domination, ont moins accès aux ressources, moins d'autonomie, moins de soutien social, et donc sont dominées, et y compris par l'alimentation. Alors, concernant plus spécifiquement les inégalités, aujourd'hui, plusieurs chercheurs et chercheuses travaillent sur les inégalités écologiques et environnementales. Et alors, inégalité écologique, je fais très vite, c'est la responsabilité dans les nuisances, et environnementale, c'est l'exposition aux nuisances et aux risques. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ces inégalités environnementales, elles sont fortes et qu'elles affectent les populations défavorisées, les populations au niveau avec des caractéristiques ethniques, des caractéristiques de genre, caractéristiques sociales, de pauvreté. Ce n'est pas uniquement la proximité aux nuisances, la proximité géographique qui est importante à prendre en compte, mais c'est aussi les différences de perception de ces nuisances et aussi les capacités de protection. Et donc ces différents éléments rentrent en jeu, et on voit qu'il y a de fortes inégalités environnementales qui ont été relativement peu, je dirais, documentées en France, mais qui ont été largement documentées aux États-Unis depuis une quarantaine d'années, parce que les minorités, qu'elles soient ethniques, de genre, de catégorie sociale, se sont emparées véritablement de ces sujets et ont documenté les pollutions, les changements, l'accès à l'eau, toutes ces inégalités environnementales. Donc là, il y a un travail véritablement à faire, notamment en France et dans le monde en général, sur ces inégalités environnementales, du point de vue aussi de la documentation et de la reconnaissance de ces activités. Oui, c'est vrai que j'avais lu une étude sur les femmes afro-américaines aux États-Unis qui meurent plus souvent, la mortalité maternelle est plus élevée parce que par les conditions de vie, donc moins la possibilité dans des vagues de chaleur d'avoir une climatisation ou des conditions donc difficiles de vie, et donc la mortalité maternelle est a directement augmenté. Ça, c'est un peu une impensée en France, plus que peut-être aux États-Unis, de regarder cette intersectionnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on avance sur la recherche, sur la documentation justement de cette inégalité, ou c'est toujours difficile à penser, à réfléchir? Alors, ça me fait penser à ce que Louise a dit précédemment. C'est vrai, on a les éléments, on a les statistiques, on a tous les éléments quantitatifs pour documenter les impacts du changement climatique, tous ou une grande partie. On a des informations sur le statut des femmes, la place des femmes, mais on n'a pas relié suffisamment encore ces deux questions. Donc, il s'agit vraiment de prendre cette dimension à bras-le-corps. Elle commence à être prise à bras-le-corps dans la recherche, évidemment, mais aussi au niveau politique, quand on se pose des questions. Alors moi qui travaille sur les aires protégées, notamment, quand on met en place une aire protégée, se poser aussi les questions des inégalités d'accès aux espaces,
qu'est-ce qu'on refuse du coup à certains types de populations qui avaient l'habitude dans ces espaces d'avoir des formes de cueillette par exemple. Et puis, est-ce que les aménités procurées par les aires protégées, est-ce qu'elles sont accessibles à tous et toutes? Et donc, c'est des questions qu'il faut aussi mettre sur le devant de la scène politique. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément le rôle des chercheurs, sauf que les chercheurs et chercheuses sont aussi investis dans des conseils scientifiques de différentes organisations. Et il faut toujours remettre sur la table ces questions d'inégalité environnementale et notamment ces questions genrées qui sont alors là, en France, largement passées sous silence. Et on espère quand même que la science et les études informent la politique publique et la décision publique, mais on reviendra peut-être avec toi sur cette question. Vous avez un peu une explication des raisons, est-ce que c'est des tabous culturels, des résistances, comment vous analysez les raisons pour lesquelles c'est un peu plus difficile de parler de ces questions et de poser un regard donc intersectionnel sur la question et aussi sur la question du genre. Est-ce que vous avez des réactions comme, bien sûr, le changement climatique, pourquoi il sera sexiste, c'est une sursensibilité de féministes, ou est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit sur ces questions? Alors les choses changent. Petit à petit, mais change, en tout cas, moi, de ce que je vois à proximité, où ces questions-là sont davantage prises en compte. Mais c'est vrai que, alors, en anthropologie, globalement, les activités féminines liées à l'environnement ont assez peu été documentées. On documentait les activités, alors j'allais dire plus prestigieuses, la chasse, la pêche, tout ce qui permettait en fait de... Voilà, où on s'imaginait que c'était ce qui permettait véritablement à la société de survivre et qui était majeur. Or, en fait, on s'aperçoit petit à petit que les activités de cueillette sont extrêmement importantes. Et en préparant cette table ronde, du coup, j'ai interrogé mes collègues anthropologues. Et une de mes collègues qui travaille sur les sociétés arctiques me disait que dans toutes les sociétés arctiques, donc dans tous les espaces arctiques, la cueillette des baies est une cueillette féminine, pas très documentée par rapport à la chasse, mais en fait, elle est indispensable parce que c'est le seul élément qui permet d'apporter de la vitamine C. Et qui permet aussi d'avoir un revenu, puisque les baies sont revendues. Et là, typiquement, comme elle était sur le terrain cette année, le changement climatique est en train d'affecter énormément cette cueillette qui se faisait progressivement et en altitude, ça montait en altitude. Et là, aujourd'hui, toutes les baies sont mûres en même temps, on ne peut pas les ramasser de la même manière, donc ce qui fait un revenu qui décline dans les... Et puis aussi, on peut moins longtemps se nourrir de ces baies. Donc on voit que il faut mettre vraiment sur le devant ces activités féminines qui sont moins perçues comme nobles ou indispensables, ou qui sont du registre de l'intime, dont on prend moins compte. Mais c'est en train de changer. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, peut-être juste un petit mot pourquoi. Donc, à la Fondation L'Oréal, notre objectif, c'est de permettre aux femmes de décider de leur vie. Et de pouvoir le mener comme elles l'entendent. Et donc, historiquement, on s'est beaucoup investi sur la question de femmes scientifiques et donc de la promotion et de la visibilisation des femmes scientifiques pour pouvoir contribuer au cours du monde. Et donc, on a décidé de maintenant aussi travailler sur la question de femmes et climat parce que il nous semble essentiel pour que les femmes puissent conduire leur vie autodéterminée, qu'on travaille sur la question de comment agir face au changement climatique qu'elles vont subir et aussi, bien sûr,
pour permettre aux femmes de prendre la parole, de proposer des solutions, de dessiner le monde dans lequel elles souhaitent vivre dans l'avenir. Et donc, on a travaillé sur 2 axes, une avec les villes, avec le C40, qui s'appelle Women for Climate, où on essaie d'une part de permettre les mentorats de jeunes entrepreneurs qui proposent des solutions d'adaptation ou de mitigation au changement climatique, et d'autre part aussi de former de climate leaders. Donc, comme les femmes sont trop peu présentes dans les négociations climat, dans les prises de parole, on a donc créé un programme de e-learning, de formation, leur permettant d'avoir d'une part les informations, parce que le prix d'entrée sur les questions est quand même très élevé. Il faut beaucoup d'expertise, donc il faut transmettre cette expertise et en même temps aussi avoir les techniques de négociation, comprendre où intervenir. Et après, on a un deuxième programme qui est donc She Grows the Future avec l'ONG CARE, où il s'agit d'accompagner les agricultrices dans le processus de résilience et d'adaptation. Et donc, Marie Leroy, vous accompagnez sur le terrain des agricultrices et les aider sur ces questions de la résilience. Et donc, on aimerait beaucoup vous entendre sur votre expérience de terrain. Merci beaucoup Alexandra, bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis merci de donner l'opportunité à CARE de s'exprimer sur cette table ronde. C'est vrai que ce sont des enjeux qui sont vraiment au cœur de nos actions et depuis de nombreuses années, donc on est ravis qu'ils soient de plus en plus sur le devant de la scène et qu'on ait l'occasion de réfléchir à ces questions. Donc CARE, c'est une ONG qui intervient dans plus de 100 pays à travers le monde, à la fois sur des volets humanitaires et sur des projets de développement, avec un objectif de réduire la pauvreté et les inégalités et avec un focus particulier envers les femmes et les filles. On travaille principalement en milieu rural, donc avec des populations qui sont souvent marginalisées, soit du fait de leur genre, soit du fait de leur appartenance ethnique, soit du fait de leur caste, et donc qui sont des populations particulièrement vulnérables à tout un tas de crises et de pressions. Et dans le cadre de ce projet qu'on mène depuis bientôt 2 ans maintenant avec la Fondation L'Oréal dans 4 pays dans le monde, on travaille effectivement en particulier auprès de femmes et d'hommes, j'en parlerai un peu aussi, on ne travaille pas que avec les femmes, aussi avec les hommes, petits exploitants, petites productrices agricoles qui sont vraiment en première ligne face aux impacts du changement climatique parce que leurs revenus dépendent directement des ressources naturelles. Et comme ce sont des populations qui, en plus, sont déjà dans des situations de pauvreté et de précarité, c'est généralement des personnes qui ont peu d'épargne, donc qui ont peu de capacité à rebondir en cas de catastrophe. S'il y a une inondation, s'il y a une forte sécheresse et qu'ils n'arrivent pas à produire de la nourriture, ils n'auront pas de source de revenus alternative. Donc il y a vraiment cette précarité qui est déjà préexistante. Et effectivement, comme c'était mentionné par les intervenantes précédentes, il y a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité particulière pour les femmes et les filles, et des éléments aussi qui jouent sur leur capacité d'adaptation, donc les options qui s'offrent à elles pour s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est lié d'une part à l'accès aux ressources productives. Il y a un gros enjeu d'accès à la propriété en termes de terres agricoles pour les femmes à travers le monde. On estime que les femmes produisent plus de la moitié des calories alimentaires dans le monde, et pourtant elles sont propriétaires de 10 à 20% des terres. Et donc ça, c'est un vrai enjeu parce que dans beaucoup de pays, en fait, ça va être au début d'une réaction un peu en chaîne sur tout ce à quoi elles peuvent avoir accès. Le fait d'être propriétaire ou pas de la terre, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir accès ou pas à des aides du gouvernement, à des aides financières, à de la formation, à du matériel. Et donc, c'est un vrai frein pour leur évolution, leur apprentissage et la mise en place d'une agriculture qui soit plus résiliente face au changement climatique. Et ce qu'on constate dans beaucoup de pays, c'est que soit les femmes n'ont simplement pas le droit, dans le droit légal écrit, d'avoir accès à la terre. Parfois, elles y ont le droit, mais il y a le droit coutumier qui est celui qui est appliqué et qui fait que dans la pratique, même si elles auraient le droit d'être propriétaires, en fait, elles ne le sont pas. Et bien souvent, quand elles peuvent être propriétaires, en fait, on leur accorde un petit lopin de terre accolé à la surface agricole gérée par leur mari, où généralement, elles vont faire de l'agriculture plutôt vivrière, type petit potager. Et donc, c'est pas la production qui va générer des revenus. Et donc, il y a vraiment ce contexte qui renforce leur vulnérabilité. Et je voulais revenir aussi sur cette question d'intersectionnalité que nous, on constate aussi beaucoup sur le terrain.
C'est-à-dire de se dire, c'est pas seulement le fait d'être un homme ou une femme qui va déterminer le fait qu'on soit vulnérable face au changement climatique, mais c'est aussi l'appartenance à un groupe ethnique en particulier, le niveau de revenu, l'âge éventuellement, la caste dans les pays qui ont un système de caste. Et concrètement, par exemple, on a beaucoup travaillé en Asie du Sud, notamment au Bangladesh. On a des programmes actuellement d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Et au Bangladesh, dans certaines régions, les femmes de certaines minorités ethniques sont considérées comme étant vraiment tout en bas de l'échelle sociale. Donc concrètement, elles font face à des discriminations, là aussi, qui sont formelles ou informelles. Donc elles peuvent être privées d'accès à certains espaces de décision, mais parfois c'est simplement de la discrimination, des formes de violence ou d'agression physique ou verbale quand elles sortent. Et donc elles vont soit ne pas avoir accès à ces espaces de discussion et de décision, soit simplement décider de ne pas sortir de chez elles pour ne pas être confrontées à cette violence. Et donc les conséquences concrètes de ça, ça peut être par exemple qu'en fait elles ne sont pas informées sur les protocoles d'urgence en cas de catastrophe. Et donc s'il y a une inondation très forte qui frappe, comme c'est très souvent le cas au Bangladesh, elles n'auront pas eu l'information de savoir où est-ce qu'il faut se mettre à l'abri, à quel moment il faut quitter le domicile, etc. Donc avec cet exemple, ce que je voulais simplement montrer, c'est que ces femmes issues de minorités ethniques, on parle de double injustice parce qu'en fait, elles sont plus vulnérables que les femmes issues de groupes ethniques peut-être plus majoritaires et plus vulnérables que les hommes issus de minorités ethniques. Donc elles cumulent ces vulnérabilités et c'est vraiment à ça qu'on essaie de répondre et qu'on essaie d'identifier aussi et de mieux comprendre pour pouvoir mettre en place des projets qui soient pertinents et qui les aident à sortir de cette situation. Merci beaucoup, Marie. On va revenir donc sur la gouvernance et d'autres sujets. Mais maintenant, je souhaite passer la parole à Najat, parce que toi, tu as beaucoup de différents regards sur ce sujet, parce que dans ton rôle dans la politique, maintenant plus ONG, il y a aussi la question des réfugiés qui va beaucoup jouer. On sait qu'aujourd'hui, les déplacés de crise climatique sont beaucoup de femmes et tu t'intéresses beaucoup à ce sujet, donc je te laisse réagir à tout ce que tu as entendu. Oui, merci beaucoup et merci pour cette table ronde, franchement très bienvenue, parce que comme vous le disiez en introduction, ça paraît évident quand on regarde les chiffres en fait, mais déjà il faut avoir des chiffres et il faut les regarder. Donc moi j'ai été très sensible au podcast de Louise et pour commencer par là, j'allais dire, Louise a choisi, si j'ai bien compris, de se concentrer dans un premier temps sur l'Indonésie 2004. Il y a d'autres exemples qui méritent aussi qu'on aille y jeter un œil. Par exemple, l'ouragan Katrina qui ravage la Nouvelle-Orléans en 2005. L'essentiel des victimes qu'il fait, ce sont des femmes afro-américaines. Et on retombe sur l'intersectionnalité que tu viens d'évoquer, et leurs enfants d'ailleurs. Donc ça, par exemple, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait davantage enquêter pour dire une réalité. De la même façon, si on remonte un peu plus loin, quand on s'intéresse au sujet, qu'en 1991, donc c'était pas hier, c'était avant-hier, le fameux cyclone, l'énorme cyclone au Bangladesh, il avait quand même touché et tué 5 fois plus de femmes que d'hommes. Donc il y a vraiment des chiffres comme ça, quand on les met bout à bout, on se dit, mais ça devrait, voilà, c'est systémique, ça devrait sauter aux yeux. De fait, je vous parle d'un cyclone qui date de 1991 et il y a eu très peu de recherches quand même sur ce sujet des inégalités de genre. Alors, la question des grandes catastrophes climatiques, à la limite, c'est peut-être ce qui est le plus facile à mettre au devant de la scène, parce que voilà, on peut le voir. On peut aussi l'expliquer assez facilement. En tout cas, il y a des tentatives qui ont été faites. Par exemple, le fait que les 3/4 des victimes du tsunami en Indonésie en 2004 aient été des femmes est beaucoup expliqué par le fait qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à savoir nager, à savoir monter aux arbres, chose qu'on ne leur a pas appris par définition dans leur éducation, dans leur enfance. Et donc, elles sont moins armées pour se défendre, pour se précipiter, pour s'échapper. De la même façon, elles sont aussi entravées par les vêtements qu'elles portent. Donc il y a cette question-là aussi qui se pose, où elles sont aussi socialement, j'allais dire,
cantonnée aux soins des enfants, des personnes âgées, etc. Donc c'est quand même plus difficile pour elles voilà, de prendre leurs jambes à leur cou de façon un peu individuelle. Ce n'est pas un jugement de valeur hein, quand ce genre de catastrophe arrive. Mais du coup, ça interroge beaucoup des normes sociales qui entourent encore ces sociétés-là. Donc, j'allais dire, à la fois ces grandes catastrophes climatiques, c'est ce qu'il y a de visible, et à la fois, il ne faudrait pas oublier la partie émergée de l'iceberg, qui est tout le reste, quoi. Oui, les femmes sont évidemment des victimes du changement climatique de façon disproportionnée. Et ça, pourquoi ? Parce que quels que soient les domaines qu'on regarde, alors Marie a évoqué tout à l'heure le domaine de l'agriculture, donc je ne vais pas y revenir, mais quand on sait qu'elles représentent, ces femmes, 40% de la main-d'œuvre agricole et qu'en effet, elles sont à peine 10% de propriétaires, on comprend déjà leur plus grande vulnérabilité, puisque finalement, elles ne sont même pas en capacité de prendre des décisions face aux aléas climatiques, de revoir en effet la façon de produire, etc. On parle beaucoup d'insécurité alimentaire en ce moment. Vous savez que malheureusement la famine est en train de remonter à l'aune pas simplement de la crise du Covid qu'on a connue, mais aussi de la guerre en Ukraine et de l'explosion des prix, notamment en Afrique subsaharienne. Cette famine remonte. Eh bien, quand vous allez regarder les chiffres qui nous remontent, c'est tout de suite 10% de plus du côté des femmes que du côté des hommes. Donc, en fait, voilà, le rapport à la terre, les décisions qu'on peut prendre ou pas prendre, la vulnérabilité ou la situation de dépendance économique dans laquelle on est, ça a une conséquence très directe sur la capacité à se nourrir ou pas. Et puis, il y a d'autres choses. Le changement climatique, c'est évidemment des ressources qui se tarissent, et notamment les ressources en eau, voilà, pour lesquels il faut parcourir un chemin de plus en plus long pour pouvoir y accéder. Et là-dessus, plutôt que de vous redonner des chiffres ou des statistiques, je me suis dit que j'allais vous lire un extrait d'un récit parce que je le trouve tellement parlant. Donc c'est un récit qui raconte le quotidien d'une femme dans une commune du nom de Ouaïgouya, qui est au nord du Burkina Faso, et qui raconte donc ce qu'est la corvée d'eau, qui est réservée aux femmes et aux enfants, hein, comme vous le savez, dans la plupart de ces pays, et qui est, de fait, avec le changement climatique, devenue un véritable calvaire, cette corvée d'eau, puisque dans cette ville, vous avez non seulement la sécheresse, mais vous avez un afflux de déplacés qui fuient des violences dues justement au fait de se battre pour accéder à des ressources devenues de plus en plus rares, etc. etc. Donc, je le redis, on est au Burkina Faso. 11 heures, sous le souffle sec et poussiéreux de l'harmattan, Awa Sawadogo, c'est son nom, traîne un gros baril métallique sur un chariot à pneus dans le secteur 1 de Ouaïgouya. Elle n'a que quelques mètres à parcourir jusqu'à la fontaine de son quartier, mais il s'agit de son 3e aller-retour de la journée. Dans la cour en terre ocre de sa maison en location, le robinet raccordé au réseau public de distribution n'a jamais fonctionné. Pas le choix, rétorque cette femme de 40 ans, tentant d'oublier son dos qui lui fait mal, son poignet endolori par une vieille fracture. Ils sont 19 à la maison et les réserves d'eau tarissent vite. Elle a dû fuir à pied Barga, un village situé plus au nord après une attaque terroriste d'il y a 1 an. Depuis, l'autre épouse de son mari reste à la maison car elle a trop peur de sortir. Lui erre en ville à la recherche d'un travail. Quand elle n'est pas occupée à chercher de l'eau, Awa vend dans la rue des sachets d'épices pour pouvoir acheter ses barils d'eau à 150 francs CFA, c'est-à-dire 20 centimes d'euros, les 200 litres et de quoi faire les repas. À Barga, là où elle vivait auparavant, l'eau du puits devant sa cour était gratuite. Cette ancienne paysanne n'en manquait jamais pour arroser ses champs de mil. En ville, la terre est trop pauvre pour cultiver, regrette-t-elle. Ouaïgouya, donc la ville, a soif. Pour atteindre les bornes et éviter des queues qui peuvent durer plusieurs heures, les femmes, car il ne s'agit que de femmes, usent de stratégies. Certaines déposent leurs bidons dans la nuit pour réserver leur place avant de revenir à l'aube. Les va-et-vient s'éternisent jusqu'au soir. Ils empiètent naturellement sur le temps de travail et pour les enfants sur leurs devoirs. Ici, les ménages les plus pauvres n'ont accès en moyenne qu'à 7 litres d'eau par jour et par personne, alors que la norme internationale recommande un minimum de 15 litres d'eau dans les sites en situation d'urgence.
c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça signifie quand on dit que c'est devenu de plus en plus compliqué de se procurer des ressources, évidemment absolument indispensables. Donc, et je n'ai pas encore parlé du fait que plus vous vous éloignez pour aller chercher ces ressources, et plus vous êtes soumis, exposé à des violences sexuelles sur le chemin. Ça, je pense que vous le savez. Enfin, je voudrais aussi dire une chose, peut-être qu'on dit plus rarement, c'est que l'urbanisation massive, accélérée du monde joue aussi un rôle important dans tout ça. Parce que la vérité, c'est que dans de nombreux pays du monde, les femmes sont davantage en situation d'insécurité dans ces très grandes villes. On le voit notamment, par exemple, dans les transports, lorsqu'il n'y a pas les adaptations structurelles nécessaires pour répondre à des besoins et à des modes de vie. Toutes ces grandes villes, ces transports sont conçus pour les hommes et pas pour les femmes. Et donc, ça accroît aussi cette espèce de vulnérabilité-là. Enfin, un mot, sans être exhaustive, mais sur les énergies notamment utilisées, par exemple, à la maison, comme les combustibles polluants pour cuisiner, qui sont utilisés évidemment par les femmes et qui ont un impact très, très, très direct sur leur santé. Donc, pour répondre à ta question, Alexandra, en fait, c'est même surprenant qu'on en vienne à poser la question, y a-t-il un impact disproportionné sur les femmes? Oui, de tout point de vue, aujourd'hui, le changement climatique est d'abord un problème pour les femmes, alors même, mais c'est peut-être la deuxième partie de ta table ronde, que c'est peut-être elles qui ont les solutions précisément. Tout à fait, merci beaucoup. C'est en effet la deuxième partie de la table ronde. Je pense que tu as très bien résumé ce qu'on voulait exprimer dans cette première partie sur l'impact disproportionné. Donc, je vous propose, je trouve que c'est très intéressant, ça m'évoque toujours une phrase de Svetlana Alexievitch, qui était prix Nobel de la littérature, et qui dit un témoignage est un destin, des centaines de témoignages sont histoire. Donc, ce témoignage que tu as lu, c'est certes un destin, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est un témoignage que des milliers et milliers de femmes peuvent faire, et donc, c'est l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Donc, je vous propose d'écouter un deuxième extrait du podcast « Un jour, la Terre s'ouvre ». Donc, j'invite la technique de lancer le podcast. Merci. On est donc au sommet de l'échelle, un échelon crucial, puisque le réchauffement climatique est un phénomène mondial et que l'action de tous les pays est requise sur ce sujet. Comme les femmes sont les premières touchées par le réchauffement climatique, elles devraient avoir une place de choix au sein de ces COP. En 2019, à la COP25, seul un chef de délégation sur 5 était une femme. Quant au pourcentage de femmes dans les délégations, il était de 37%. Dans la préparation de la COP de Paris, j'ai présidé beaucoup de réunions, évidemment, et toujours au niveau, justement, des ambassadeurs ou des chefs de délégation. Et j'ai un souvenir très précis. Je commence à parler et un de mes collègues, qui est un ami charmant d'ailleurs, parle en même temps que moi. Cette personne interrompue en réunion est Laurence Tubiana. Économiste, chercheuse reconnue, diplomate aguerrie, spécialiste incontournable des questions de climat, bref, une pointure. Il continue à parler mais pendant une bonne minute et demie ou 2 minutes. Et j'étais totalement stupéfaite, au tel point que quelqu'un d'autre est intervenu pour lui dire qu'il fallait quand même me laisser parler. Le fait qu'on lui coupe la parole peut sembler purement anecdotique. Mais c'est extraordinairement habituel. À l'époque de cette anecdote, quand Laurence Tubiana se fait couper la parole, elle est ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique pour la COP21, la COP qui s'est tenue à Paris en 2015. Mais apparemment, il ne suffit pas d'être au cœur du pouvoir pour avoir la parole. Et le fait d'être particulièrement qualifié n'y change rien. Je pense que c'est une expérience qu'on a toutes vécue. Donc, et voilà,
limite rassurant de se dire que c'est ne pas que à soi-même, parce qu'on se met toujours en doute et on se dit en fait, c'est peut-être assez intelligent ce que je viens de dire, mais non, c'est même quand des femmes comme Laurence Toubiana se font interrompre. On peut se dire qu'il y a autre chose derrière. Donc, Najat, toi, tu as dû le vivre assez souvent, donc je te laisse la parole. Oui, c'est marrant. Non, je souris parce que c'est vrai que ça fait toujours du bien de se retrouver dans des assemblées. Pardon, messieurs, c'est vrai qu'il y a quelques hommes ici, mais il y a beaucoup de femmes. Donc, des assemblées quasi féminines pour pouvoir partager ce genre de choses. Oui, c'est une expérience commune. Tu as raison et Laurence Toubiana a raison. C'est une expérience commune dont on connaît pourtant les remèdes, pour laquelle on connaît les remèdes, puisque, en fait, pour le coup, la science a également documenté ça. Ce qui est très important dans une assemblée, quelle qu'elle soit, qu'on parle d'un conseil des ministres ou d'un comité exécutif d'entreprise ou que sais-je, c'est que, pour le coup, le sexe sous-représenté, on va dire, il soit néanmoins représenté au moins à hauteur de 30%. Au moins à hauteur de 30%, parce que c'est vraiment le palier en dessous duquel on a noté qu'en effet, quand le nombre de femmes autour de la table est en dessous de ce palier, elles sont moins écoutées pour ce qu'elles ont à dire que regardées comme des animaux étranges d'une certaine façon, comme des ovnis. Donc l'attention s'envole, on se demande pourquoi elles sont en train de dire ça, quel est l'agenda, etc. Mais on n'écoute pas le propos professionnel qui est tenu. Et ça, c'est quelque chose, j'avoue, que j'ai assez souvent constaté dans les différents milieux dans lesquels j'ai été. Et par exemple, je dois dire que le gouvernement auquel j'ai participé entre 2012 et 2017 était un gouvernement paritaire, 50-50. C'était la première fois d'ailleurs dans l'histoire. Ça a été un peu oublié, mais c'était important. Et ça avait franchement un impact parce que moi, je sentais, contrairement à toutes mes années de politique précédentes, que quand une femme prenait la parole, on l'écoutait vraiment pour ce qu'elle avait à dire. Donc, et ensuite, quand je suis passée dans le secteur privé, dans le comité exécutif dans lequel je siégeais, on était en dessous du fameux 30%. Et dans ce comité exécutif, avec les quelques femmes où on était, avec les quelques femmes qui y étaient aussi, à un moment donné, on a discuté de tout ça et on s'est dit qu'à défaut d'avoir tout de suite le fameux chiffre des 30, ce qu'on allait faire, c'est qu'à chaque fois qu'une d'entre nous prendrait la parole pour dire quelque chose, constatant à nouveau que la plupart des hommes prenaient leur téléphone portable pour répondre à leurs mails, comme par hasard à ce moment-là, eh bien, on s'engageait à systématiquement rebondir les unes sur les autres, les femmes, pour redire la même chose. Et on a joué à ce petit jeu. Bon, après, on a fini par se lasser, évidemment, mais c'était marrant parce que c'était une façon de dire si une seule d'entre nous ne suffit pas à être entendue, on va être plusieurs à le faire. Oui, parce que moi, je voulais dire, à part l'interrompre, ce qui est intéressant aussi, c'est le mécanisme, on dit quelque chose, personne n'écoute, et 3 minutes après, c'est un collègue homme qui dit la même chose, et tout le monde dit « Ah, c'est intéressant, quelle bonne idée !» Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme... Bien sûr. Donc voilà, bon, ça c'était une parenthèse, mais du coup ta question c'était quoi ta question? Ah oui, le monde politique, institutionnel et aussi associatif, comment donc faire entendre sa voix. Et je pense un outil, c'est en effet les 30%. Après les 30%, il faut quand même que ce soit à un certain niveau. C'est-à-dire quand tu as dans les délégations les 30%, ça sont que le niveau le plus junior et le moins de pouvoir, ça aide moins. Le 30%, ça doit être le 30% au pouvoir. Oui, absolument. Non, mais il y a déjà une chose à dire pour refaire le lien avec notre conversation de tout à l'heure, c'est que les femmes, pour le coup, à la fois, elles sont les premières victimes des vulnérabilités climatiques, mais elles sont les premières à être dans le rapport à la terre, aux énergies, aux ressources. Justement, c'est ça qui en fait les premières victimes, c'est qu'elles sont les premières à être dans ce rapport-là. À être dans le soin des enfants, évidemment, dans la nécessité d'une forme de sobriété, de responsabilité par rapport à l'utilisation des ressources, etc. Dans le care, pour aller plus vite. Je mets un temps d'attente avant de dire dans le care, parce qu'il se trouve que nous avons publié un livre avec la philosophe Sandra Laugier il y a 1 an et demi de ça, qui s'appelle « Leçons féministes d'une crise ». La société des vulnérables, dans lequel
on tire justement comme constat que en fait, ce dont ont besoin nos sociétés, c'est de ce care, c'est-à-dire le care qu'on définit comme le contraire de la carelessness. La carelessness, c'est la négligence. Le care, c'est le fait de faire attention aux autres, aux individus, aux personnes, faire attention à l'environnement, à la nature. Donc, en fait, les femmes, à l'échelle du monde, elles sont les plus dans ce lien direct avec la nature, les plus dans la compréhension de ce qu'il faudrait faire. Et quand on regarde les quelques enquêtes d'opinion qui sont menées, y compris dans des pays comme le nôtre, hein, sans parler des pays du Sud, eh bien, vous avez toujours plus de femmes conscientes de la nécessité, par exemple, de recycler, d'en finir avec les emballages, etc., que chez les hommes. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on se dit, en fait, le vrai vivier dans lequel il faut aller chercher à la fois le nouveau récit, l'adhésion au nouveau récit pour lutter contre le changement climatique, c'est évidemment les femmes. Mais bon, une fois que vous avez ce vivier-là, la question c'est comment est-ce que ce sont elles qui prennent les décisions politiques. Et là, indéniablement, notamment dans les pays du Sud, elles ne sont pas évidemment autour des tables de discussion. Mais même dans nos pays, quand la crise du Covid a éclaté, pardon de vous le dire, mais dans un gouvernement pour le coup soi-disant paritaire, le Conseil de défense qui était censé s'occuper de la crise du Covid est redevenu exclusivement masculin. Et le scientifique aussi, une énorme dominance des scientifiques. Absolument, absolument. En fait, c'est bien simple et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit ce livre avec Sandra Logier. C'est une irritation qu'on a ressentie en se disant mais c'est incroyable, on est dans une période crise Covid, confinement, applaudissements des soignants et des métiers de première nécessité où on a l'impression que enfin, on se rend compte du rôle majeur justement du soin, du care, et que ce rôle majeur est tenu essentiellement par des femmes. 90% quasiment des soignants sont des femmes tout de même. Et en même temps, ces femmes, quand il s'agit de prendre parole dans l'espace public, elles disparaissent. Elles ont complètement disparu des plateaux télé, de l'expertise, du leadership, du récit sur les journaux du monde de demain, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, au Sud, on manque de femmes autour des tables de décision, mais attention parce qu'au Nord, comme disait Simone de Beauvoir, il suffit d'une crise pour que, à nouveau, tout soit remis en question sur les questions d'égalité femmes-hommes. Donc la conclusion là-dessus, c'est que c'est notre rôle de citoyen, de porter des femmes aux responsabilités aussi. Je veux dire, quand on a la chance d'être dans des pays dans lesquels vous en avez qui se présentent, on peut voter, il faut le faire. Et puis au Sud, c'est notre rôle pour le coup, au-delà des politiques, mais aussi des ONG, des fondations d'entreprises, etc., de soutenir, je finirai là Alexandra, mais de soutenir les femmes dans leur formation à exercer le leadership. Pourquoi je dis ça? Je finis là. Parce que je me souviens, quand j'étais ministre, d'un déplacement que j'ai fait au Mali. Et à un moment donné, j'ai affaire à une femme qui est ministre, mais dont je sens bien que globalement, on a accepté qu'elle soit là pour donner un gage en termes de parité, etc., etc. Mais c'était une femme charmante, hein, par ailleurs, c'est pas du tout le sujet, mais c'était une femme qui n'avait pas eu la chance de faire des études. C'était une femme qui continuait à vivre dans la dépendance économique de son mari. Et dans la conversation politique avec elle, j'ai bien senti qu'elle était là, elle était aux responsabilités de façon faciale, on va dire, mais qu'en réalité, elle était totalement entravée dans son action. Et donc, en fait, il ne suffit pas de dire il faut des femmes, il faut leur donner les moyens de connaissance, pour le coup, du monde, des codes, de plaidoyer dont elles ont besoin si on veut vraiment les aider. Oui, et c'est vrai, ça résonne beaucoup avec nous pour les femmes scientifiques. La semaine prochaine, on sera à Abidjan pour honorer les femmes scientifiques africaines dans le programme for Women in Science. Et par exemple, nous, on fait pour ces jeunes femmes de formation au leadership, parce qu'ils sont d'excellentes scientifiques, mais pour influencer le pouvoir public, pour prendre la parole, pour parler aux médias, pour porter donc leur parole partout, elles ont besoin de soft skills, d'une formation en plus, parce que ce n'est pas partagé aujourd'hui. Il y a trop peu de rôle modèles, il y a trop peu de partage, comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Najat. Frédéric, je voudrais revenir à vous. Sur le terrain, vous dites non, la femme n'a pas la même part de voix.
c'est un lien direct avec leur place actuelle dans la société, mais vous avez aussi une expérience à partager, une observation à partager à Mayotte. Effectivement, il y a le problème de l'accès à l'espace public, puisque souvent les femmes sont dans l'espace familier, la maison, l'intime. Et c'est très dépendant de la structuration des sociétés. Et donc aujourd'hui, alors je prends l'exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je travaillais beaucoup sur les aires protégées, sur les co-constructions, la gouvernance. Donc c'est un mot qui est extrêmement repris aujourd'hui. Et donc dans cette perspective de gouvernance, de co-construction, on essaye de mettre face à face des parties prenantes, les stakeholders des différentes activités. Alors, une difficulté, c'est qu'effectivement, les activités, quand elles ne sont pas les activités de pêche, que c'est que de la collecte, c'est difficile. On prend plutôt les professionnels plutôt que celles qui font ça dans ce registre familier. Mais il y a aussi des difficultés. Alors, l'exemple de Mayotte est un exemple qui m'avait intéressée dans la complexité. Il y avait une vraie volonté pour la création du parc naturel marin de Mayotte, de donner la place à une pêche très particulière à Mayotte, qui est la pêche au Djarifa, en fait, qui est de la pêche faite par les femmes, avec des grands tissus où elles pêchent devant chez elles. Mais toute la difficulté, c'était quand même la non-connaissance en fait, de la structuration sociale de la manière, structuration de la société, où on a une société matrilocale et matrilinéaire, ce qui veut dire que les biens passent par les femmes, mais matrilocale, c'est que les femmes restent dans leur village et que c'est les hommes qui circulent. Et donc, la difficulté, où on n'a pas pris en compte cette spécificité, et où on voulait immédiatement qu'une femme représente l'ensemble de la pêche au Djarifa, alors que les femmes sont très actives et très connues au sein de leur village, mais qu'elles n'ont pas de lien entre les autres villages. Et donc, il fallait aussi leur laisser le temps de la structuration, parce que ça allait un petit peu, pas à l'encontre, mais c'était pas quelque chose qui était naturel d'avoir tout ce lien entre les différents villages. Donc, c'est plein de registres différents de l'accès à ces espaces de discussion. C'est des registres, effectivement, de la visibilité de leurs activités, choses qui ne sont pas ces activités du quotidien, de l'intime, de la cueillette, du soin aux enfants, de l'eau, de la recherche de l'eau, de l'énergie aussi, préparer les feux, etc. Donc, il y a cette invisibilité de leurs activités par rapport à celles qui sont plus rémunératives ou qui sont mises en avant. Il y a leur accès aux espaces publics. Est-ce qu'elles y ont accès? Comment? On a vu beaucoup d'exemples. Il y a aussi, alors par rapport à leurs activités, les savoirs et savoir-faire qui ne sont pas forcément reconnus. Or, je vous donnais l'exemple de la cueillette des baies. C'est un vrai savoir et un vrai savoir-faire que de les cueillir, de les conserver, de pouvoir savoir où elles sont, à quel moment elles vont. Et ça, c'est très peu pris en compte. Mais il me semble qu'il y a un élément aussi dont Najat a parlé, c'est le savoir-être et par rapport à ce care, et dont on parle aujourd'hui de plus en plus dans les recherches scientifiques, cette prise en compte du care. Alors en anthropologie de l'environnement, le care qui a été étendu du soin aux humains, de l'attention et du soin, parce que le care, c'est vraiment ça, c'est à la fois une attention et une activité, une pratique, un soin, donc aux humains qui est étendu aujourd'hui aux non-humains et donc à l'environnement. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, cette activité qui consiste à maintenir ce lien, à penser la vulnérabilité, alors des humains et des non-humains, et aussi à prendre en compte l'ensemble des dépendances. Et ce savoir-être, qui est quand même beaucoup partagé par les femmes, ne serait-ce que dans le soin aux humains, mais qu'on découvre petit à petit en l'étudiant dans le soin aussi aux non-humains, il est très peu visible et il me semble aussi important que les savoirs et les savoir-faire. Et donc j'en viendrai au troisième aspect.
évidemment, il faut que les personnes, il y a les savoir-faire de la discussion. Il faut non seulement pouvoir accéder aux espaces, mais il y a aussi les savoir-faire de la discussion. Mais ça masquerait peut-être les registres des discussions, qui sont des registres aujourd'hui où on met en avant, dans un cadre de marchandisation, d'urbanisation, de mondialisation, où on met en avant davantage les aspects économiques, politiques, et où ces registres de l'intime, du familier, du care, ils sont assez inaudibles aujourd'hui dans les espaces politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Et donc, je compléterai en fait un petit peu en disant qu'il y a bien évidemment la place faite aux femmes, la place faite à leur savoir, mais qu'il faut aussi... Alors, c'est ce qu'on essaye de dire par rapport à cette question de l'érosion de la biodiversité, du changement climatique, qu'il faut aussi revoir nos registres de discussion autour de la nature et notre place des humains, qui est quand même des humains avec une vision assez encore instrumentale de la nature, de domination de la nature. Et que du coup, c'est aussi parce que ces registres ne sont pas ceux des femmes, que les femmes, elles ne sont pas forcément audibles. Mais merci beaucoup. Oui, ça pose la question de relations vivants, non vivants, l'éthique de la considération, des égards, comme Baptiste Morisot disait. Donc, c'est des questions, en effet. Il faut quand même dire que dans l'histoire, ça ne nous a pas toujours servi, nous, les femmes, quand on était associées à la nature ou à connaître la nature, savoir la protéger. Il y avait quand même tout un volet de l'écoféminisme où d'autres féministes ont dit ça nous dessert en fait quand on est associé à la nature, à celles qui savent. Peut-être il faut qu'on accélère un peu parce qu'on voudrait bien vous laisser le temps de poser un certain nombre de questions. Donc on va arrêter d'ici 5-7 minutes. Donc est-ce que vous pouvez juste un peu répondre à cette question d'écoféminisme et de notre relation avec la nature qui peut être, qui bien sûr est réelle, mais aussi qui peut donc être une question dans le combat féministe. Et après je passerai à Marie sur un peu le volet les femmes agents du changement. Oui. Donc, très rapidement. Oui, très rapidement. Alors, juste quand même pour dire que l'écoféminisme, c'est un champ de recherche avec des concepts, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui mérite véritablement d'être approfondi et on n'est pas dans l'idéologie ou la caricature que l'on veut en faire aujourd'hui. Et donc, effectivement, par rapport à cette question-là, il faut toujours avoir ce point d'attention entre donner la parole aux femmes, ce care, cette identification de nos dépendances et aussi faire attention que la femme ne soit pas associée à la nature comme elle a pu l'être pendant de nombreuses années, parce que c'est quand même un angle qui a permis la domination aussi des hommes sur les femmes. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut toujours trouver et qui parfois peut... Il faut faire attention et toujours être... très, très vigilant sur ce point-là, c'est-à-dire les femmes, effectivement, sont proches de la nature, on a parlé du care, mais c'est pas pour autant, dans une société quand même qui largement est une société de domination de la nature, qu'il faille faire ce lien. Peut-être aussi un autre point de vigilance, c'est l'homogénéisation, et ça a été dit, les femmes, elles ont aussi... des caractéristiques sociales, ethniques, et il faut aussi être très vigilant sur l'empilement ou l'intersectionnalité sur ces questions-là. Donc je vais très vite, mais soyons toujours vigilants par rapport à dire voilà, les femmes sont du côté de la nature, c'est ce qui nous a quand même permis ces dominations. Marie, sur le terrain, comment... Parce que maintenant, on a vu donc le changement climatique impacte disproportionnellement les femmes. On voit que imposer leur voix, être entendu, les solutions, ce n'est pas simple. Il faut encore se battre pour cette place. Pourtant, elles sont vraiment porteuses de solutions et on a besoin de femmes comme acteurs de changement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elles font?
quelles sont les conditions dans lesquelles elles peuvent réussir à pousser donc des solutions pour les femmes, portées par les femmes. Effectivement, alors peut-être pour revenir un peu à la question du terrain, qui est l'aspect sur lequel on travaille le plus chez CARE, même si on a aussi tout un travail de plaidoyer politique, mais c'est assez complémentaire de ce qu'on peut faire aussi auprès des populations qui sont directement exposées et qui ont des besoins urgents au quotidien pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On essaie d'avoir une approche qui soit vraiment transformative des normes de genre, des pratiques de genre qui existent au niveau local et qui sont inéquitables aujourd'hui et qui restreignent les capacités d'adaptation des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement essayer de comprendre quels sont ces enjeux de genre qui se superposent aux questions de vulnérabilité climatique et de s'y adapter. On va vraiment essayer de transformer ça. Et comment est-ce qu'on transforme? Alors c'est un travail de longue haleine, hein, je ne vous le cache pas, ça prend plusieurs années. Ça passe par 3 volets dans le type d'action qu'on peut mettre en œuvre. On va travailler sur les capacités d'agir des femmes, on va travailler sur les relations et on va travailler sur ce qu'on appelle les structures. Les capacités d'agir, ça veut dire donner aux femmes exposées, aux femmes vulnérables et aux femmes porteuses de solutions les connaissances, les savoirs, les compétences pour pouvoir mettre en œuvre des solutions d'adaptation. Donc concrètement, ça peut être de la formation en agroécologie, ça peut être de la formation et de l'information sur l'accès aux données climatiques et météorologiques, essayer de faire renforcer aussi la compréhension des effets du changement climatique par les femmes et notamment les femmes productrices. Vous savez sans doute que dans les pays du Sud dans lesquels on travaille, il y a un rapport, on le disait, à la nature qui est très fort et il y a des pratiques agricoles qui sont transmises de génération en génération. Donc il y a quand même une connaissance par les agricultrices et les agriculteurs de leur milieu et de la manière dont ils doivent travailler et cultiver pour avoir des rendements. Malheureusement, aujourd'hui, avec le changement climatique, les saisons sont de plus en plus imprévisibles. L'agriculture de mousson, qui était très cadencée, avec un timing assez particulier, est un peu remise en cause aujourd'hui, puisqu'on a du mal à savoir quand est-ce que les pluies vont arriver, combien de temps elles vont durer. Donc cet accès à l'information climatique et météorologique, elle est fondamentale. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de croiser des données scientifiques internationales avec ces savoirs ancestraux sur le terrain et essayer de voir comment on peut croiser les deux pour avoir des informations le plus pertinentes possible au niveau local. Et donc on a tout ce travail de formation, de renforcement de compétences. Il y a un volet qui est très important aussi, c'est renforcer le leadership des femmes, donc vraiment leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, parce que parfois, bien sûr, il y a tout le poids de ce cadre normatif des pratiques, mais il y a aussi parfois, simplement en essayant de renforcer leur confiance en elles vont plus oser soit prendre part dans des instances de décision, soit aller sur les marchés un peu plus éloignés pour vendre leurs récoltes. Parfois, c'est vraiment juste une question d'oser. Et la manière dont on le fait, entre autres, c'est aussi d'identifier ce qu'on appelle des agricultrices modèles. Donc, c'est des femmes qui vont se porter volontaires pour travailler sur une petite parcelle de démonstration, tester des pratiques agricoles et générer un peu un effet boule de neige d'influence des autres femmes. Et vous pouvez imaginer que ça a beaucoup plus de pouvoir d'avoir une femme agricultrice dans une communauté rurale en Inde qui teste des choses et qui témoigne auprès de ses pairs que d'avoir un expert, un scientifique ou une ONG qui vient leur dire « Regardez, j'ai la solution à vous proposer, on l'a testée ailleurs, je vous promets que ça marche ». Donc il y a vraiment cet effet de partage aussi entre pairs. Et donc ça amène au deuxième volet de cette approche transformative, c'est les relations. Donc à la fois travailler sur les relations entre femmes et créer des collectifs, des coopératives, des groupes d'entraide qui permettent de renforcer vraiment le tissu social, et aussi les relations, bien sûr, les relations de pouvoir femmes-hommes, et essayer de les remettre en question. Et comme je le disais au début, nos programmes ne sont jamais exclusivement à destination des femmes parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être assez contre-productif. Il faut emmener les hommes dans la barque, dans le bateau, non seulement parce que c'est 50% de la population, mais parce que aussi aujourd'hui, comme on le disait, c'est eux qui généralement ont le pouvoir, qui sont détenteurs des lois, des normes sociales, et parce qu'il faut qu'ils soient en accompagnement de ce changement. Donc ça passe par des sessions de dialogue, des activités parfois très concrètes de réflexion sur qui porte la charge du travail, quel type de travail, qui porte la charge mentale dans la communauté. On se rend compte bien souvent que en fait, tout le travail qu'on appelle reproductif, qui est porté par les femmes,
initialement, il n'est pas pensé comme du travail. Donc quand on va dans un village en Inde, qu'on demande, les femmes et les hommes se réunissent, qu'on leur demande à quoi ressemble votre journée, quels sont les moments où vous travaillez, ils vont citer les travaux des champs, ils vont citer le travail rémunéré dans le bâtiment ou chez des employeurs. Et souvent, ils vont oublier de citer la cuisine, le fait de s'occuper des enfants, le fait de prendre soin de la maison, etc. Et quand on les amène à penser qu'il y a aussi toutes ces tâches-là qui, malgré tout, sont du travail, même s'il n'est pas reconnu et pas rémunéré, on se rend très vite compte que la journée des femmes est bien plus chargée que celle des hommes. Et il y a une vraie prise de conscience et une volonté de rééquilibrer ça. Et généralement, quand je parle de ça, on me demande souvent, mais est-ce que finalement, comment réagissent les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi un retour de bâton des hommes à qui on va venir dire qu'il faudrait qu'ils travaillent un peu plus? Mais souvent, il y a aussi une compréhension que ça va être au bénéfice de la famille, du foyer ou de la communauté, et que finalement, ça va permettre d'être plus efficace de manière générale. Et le troisième volet, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait précédemment sur la gouvernance, c'est d'influencer les structures, d'influencer les normes, à la fois les normes formelles, donc les lois, les politiques, et les normes informelles, donc les pratiques au sein des communautés dans lesquelles on travaille, parce qu'on se dit que si on travaille sur les compétences des femmes et leurs capacités, mais que finalement, il y a toujours des lois qui les empêchent d'accéder aux postes de décision, des lois qui les empêchent d'être propriétaires de la terre, on va avoir du mal à avoir une approche qui soit vraiment transformative. Donc c'est vraiment sur ces trois volets-là qu'on agit. Il y a peut-être un dernier point sur lequel je voulais aussi un peu attirer l'attention, dont on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant, sur ces questions d'accès au pouvoir et aussi d'accès aux ressources. C'est la difficulté pour les petites organisations, les petites ONG ou associations portées par des femmes d'accéder au financement climat. Et ça, c'est un sujet qui est souvent un peu laissé de côté. Il y a quelques études qui sont portées sur la question. Il y a un chiffre notamment qui dit que 0,2% de l'ensemble de la philanthropie internationale va aux initiatives de femmes sur les questions environnementales et climatiques. Donc c'est vraiment très très faible, alors que les femmes, il y a énormément d'organisations de femmes qui ont des solutions à proposer. Simplement, c'est souvent des organisations très petites, pas très structurées, qui n'ont simplement pas les moyens en fait, d'appliquer, de postuler aux financements climat internationaux, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les codes pour monter ce type de projet. Et donc, nous, on travaille aussi beaucoup avec ces petites organisations pour les aider à accéder à des financements. Et je sais que la Fondation L'Oréal a aussi cette démarche vis-à-vis des petites organisations financées par des femmes. Donc, c'est vraiment un gros besoin de leur donner l'accès au financement pour qu'elles puissent mettre en œuvre ces solutions qu'elles portent. Merci beaucoup. Je me rends compte que même 1h30, je me suis dit au début que c'est peut-être trop long, mais je vois que personne d'entre vous, c'est même, il n'y a personne qui est parti. Ça arrive très rarement, je vous dis, dans une conférence d'1h30. Donc bravo à nos intervenants et bravo à vous. D'ailleurs, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et qui est aussi très intéressant, que je veux vous dire, il faut aussi regarder un peu les femmes de communautés autochtones qui sont militantes et qui se font assassiner, parce que ça, c'est un autre sujet dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, et ils sont assez nombreuses. Et d'ailleurs, il y a une journaliste qui a fait une enquête là-dessus qui n'est pas complètement sur le volet climatique, mais qui montre vraiment le danger pour des femmes qui s'engagent, qui s'appelle Emilienne Malfato, et qui a eu le prix à Albert Londres sur une femme qui s'est engagée en Colombie et qui s'est fait assassiner. Donc ça, c'est juste un exemple, parce qu'elles sont vraiment nombreuses. Donc maintenant, le sujet n'est pas épuisé. On pourrait encore en parler longuement, mais je voudrais vous passer la parole. Et je vois qu'il y en a déjà des mains qui se lèvent, c'est formidable. Donc ici et ici, peut-être on prend 2 questions en même temps, ce qui nous permettrait du coup peut-être d'avoir plus de temps pour d'autres. Et j'invite les intervenants, et là aussi, monsieur, deux monsieur. Donc on prend ces 2 questions-là, ensuite les vôtres. Et aux intervenants, je vous invite à être vraiment court dans vos réponses, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et je pense que je n'ai pas le droit de retarder la fin, parce que j'aimerais bien faire, parce que c'est tellement intéressant, mais on va quand même essayer de finir à temps. Donc, allez-y.
Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes ces interventions très intéressantes. Et vous avez parlé des formations de leadership pour les femmes qui sont déjà dans la vie active. Mais du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui peut être fait en amont dans l'éducation des filles, que ce soit en France ou dans les pays où l'éducation est encore limitée. Merci. Bonjour, merci. Conférence très intéressante en effet. Moi, ma question, elle est simple, c'est pourquoi cette question n'est pas vraiment adressée dans le débat public aujourd'hui ? Je trouve que le changement climatique, on l'adresse beaucoup au travers de la question sociale, des inégalités de richesse, que ce soit en France avec les jets privés ou à l'international, toutes les questions des pays nord-sud. Pourtant, les questions de genre, que ce soit le féminisme ou même le racisme et le colonialisme qui peuvent aussi se relier, ne sont pas adressées dans ce débat, alors que c'est clairement identifié dans le groupe 2 du rapport du GIEC, donc pourquoi ? Très bien. Najat, peut-être oui, tu commences. Je veux bien commencer. Merci. D'abord, merci pour vos questions. Peut-être le premier sujet sur l'éducation des filles, commençons par notre pays. Je pense qu'en fait, il faut sortir de l'idée que le message principal, voire exclusif à adresser, c'est aux filles pour leur dire « allez-y, ayez l'audace, osez, etc. » Parce qu'en fait, moi, ce message-là, il commence à me fatiguer un petit peu. Donc, je pense que si on veut adresser le problème dont on est en train de parler, c'est plutôt la superstructure déjà qu'il faut former à. C'est-à-dire, concrètement, dans l'éducation, ce sont les enseignants qu'il faut former à, tout le long de la scolarité des filles et des garçons, avoir des attentes de même nature envers les filles qu'envers les garçons. Ne pas venir conforter des stéréotypes sur c'est normal que les garçons veuillent bouger parce que c'est dans leur nature, par contre une fille ça doit être disciplinée, etc., etc. Donc en fait, je pense vraiment que le sujet le plus important, c'est la formation initiale et la formation continue des enseignants pour les faire progresser sur ce sujet-là, d'autant qu'ils sont évidemment très rarement de mauvaise volonté ou discriminants volontairement. C'est juste eux-mêmes, ils sont habités par des stéréotypes. Donc en fait, il faut les extraire, ces stéréotypes, et il y a des formations pour ça. Et puis la deuxième chose, je disais, ça m'ennuie un peu quand on ne fait que s'adresser aux filles pour leur dire « si vous êtes capable de faire des sciences, allez-y, etc. » C'est que je pense qu'il faut aussi s'adresser aux garçons pour que ce qu'on vient de tracer comme paysage du monde, comme enjeux qui nous attendent, comme besoin qu'on a collectivement de faire participer les femmes à la prise de décision sur tous ces sujets, c'est leur monde aussi, ça les intéresse. Enfin, je veux dire, soit on continue à aller dans le mur, soit on essaie de trouver d'autres solutions. Donc du coup, dans l'éducation, c'est aux garçons aussi qu'on doit apprendre finalement que le pouvoir se partage d'une certaine façon. De la même façon que quand on essaye de lutter contre les violences sexistes dans l'éducation, il ne suffit pas d'apprendre aux filles qu'elles doivent bien manifester leur consentement. Il faut aussi apprendre aux garçons à respecter le consentement ou l'absence de consentement. Donc sur ces questions d'égalité femmes-hommes, etc., je pense que l'éducation, elle doit vraiment bien s'adresser aux deux sexes et passer d'abord par ceux qui la diffusent, cette éducation. Voilà, je suis trop longue, mais... voilà. Non, merci, parce que je voudrais aussi que tu viennes sur la deuxième partie un peu de la question, parce que là, tu as peut-être aussi autant que... Je pense qu'il est intéressant dans ce que tu viens de dire, parce que nous, on a vu ça beaucoup pour les femmes scientifiques et les filles scientifiques, c'est-à-dire, après, il faut aussi quand on les encourage, il faut qu'ils soient accueillis dans un environnement aussi qui n'est pas trop hostile. Et c'est pour ça que c'est très important ce que je pense que tu viens de dire, parce que si on dit que les femmes doivent être leaders, les femmes ont fait leur encore porter cette responsabilité en plus, au lieu de travailler aussi le systémique. Et donc, je pense qu'il faut le deux. Mais est-ce que tu peux dire quelque chose sur la deuxième question, avant de vous passer la parole, sur pourquoi on n'arrive pas à faire émerger ce débat complètement ? Bon, de manière générale et en une phrase, je pense que notre débat public est de piètre qualité. Enfin, franchement, je veux dire... Non, mais c'est triste, je préférerais ne pas avoir à faire ce constat, mais honnêtement, tout ce qui n'est pas buzzant, clashant immédiatement, etc., sulfureux, passe difficilement les radars. Donc là, on est en train de parler d'un sujet de fond qui nous engage sur du long terme, qui est sérieux, qui impose aussi de remettre en cause un certain nombre de nos cadres de fonctionnement. Donc on aurait besoin d'entendre des chercheurs. Est-ce qu'on entend des chercheurs à la télé, dans les débats publics? Non. Donc en fait, là aussi, c'est notre rôle de citoyen de réclamer autre chose. C'est pas seulement au moment du vote qu'on peut réclamer autre chose, c'est aussi par nos choix de consommation télévisuelle, culturelle, etc.
Peut-être, Marie, sur le terrain, leadership des filles, encouragement, donc vous avez déjà expliqué, vous travaillez justement sur cette aider les femmes, mais aussi le système. Pour les filles, vous avez également ce genre de stratégie? Oui, on a effectivement pas mal de projets d'éducation où on travaille dans les écoles, donc avec un public dès le plus jeune âge, sur ce volet auprès des filles et auprès des garçons, et essayer de susciter la prise de conscience dès le plus jeune âge. Donc ça fait partie aussi des stratégies un peu complémentaires, de se dire c'est aussi là que les futures générations arrivent, donc il faut faire ces prises de conscience et ces remises en question systémiques le plus tôt possible. Je vais passer la parole aux deux messieurs qui voulaient poser des questions. Vous, s'il vous plaît, c'est devant. Il faut appuyer, comme nous, sur le petit bouton rouge. Oui, merci d'accepter les hommes pour ces confrontations d'idées extrêmement riches. Félicitations à la Fondation L'Oréal qui œuvre de façon systématique pour la cause des femmes. Je voudrais juste vous poser une question, c'est est-ce que les confrontations d'idées uniquement entre femmes vous permettent d'améliorer ou superformer les confrontations d'idées qui sont faites en embarquant tout le monde? Et la deuxième question rapide, c'est est-ce que les Inuits vous ont apporté quelques enseignements sur la façon dont les femmes arriver à porter le message dans un environnement climatique extrêmement sévère? Merci. Monsieur, vous avez eu des questions? Vous nous avez expliqué que les femmes étaient plus présentes dans le care et beaucoup plus proches du vivant dans sa situation que les hommes, et donc plus conscientes de la menace, mais qu'elles étaient loin d'être les plus écoutées et aussi éloignées de la prise de décision. Donc ça crée vraiment un environnement dans lequel les femmes pourraient être beaucoup plus en proie à l'éco-anxiété, et j'aimerais savoir si c'est une réalité ou pas spécialement. Très intéressant. Donc je vous laisse répondre sur les Inuits, puisque ce n'est pas du tout mon expertise. Alors, je ne suis pas non plus spécialiste des Inuits, je vous ai dit que c'était des discussions, parce que du coup, ce qui est intéressant aussi avec ces rendez-vous, de rencontrer des gens très différents, de pouvoir échanger, c'est de se poser aussi des questions. Et du coup, j'ai interrogé mes collègues sur ces éléments-là. Et effectivement, cette collègue, donc Marie Rouet, travaille sur le changement climatique et travaille avec les Samis sur cette question-là. Et on voit que ça impacte l'ensemble des activités des hommes, activités des femmes. Et c'est comment, en fait, aujourd'hui, parce que ce que je vous ai dit sur la cueillette, c'est cette année qui est particulièrement une année difficile. Comment, quelles sont les ressources, ou comment les populations vont pouvoir s'adapter ou non, parce qu'il y a aussi des populations qui ne parviennent pas à s'adapter. On a parlé de l'urbanisation, qui vont rejoindre des centres urbains parce que la vie est devenue trop difficile avec ces changements climatiques et qu'ils ne peuvent pas adapter leur mode de vie. Donc voilà, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question-là. Bon, j'ai aussi aucune réponse à l'éco-anxiété des femmes plus élevées, mais toi peut-être, Najat. Alors, l'éco-anxiété, c'est une super question. Franchement, je me demande s'il y a des chiffres. J'imagine qu'il doit y avoir des statistiques qui existent, oui. Mais j'étais en train de réfléchir à titre totalement empirique. Il se trouve que je suis mère de jumeaux, un garçon et une fille. Adolescent. Et du coup, je me disais, mais c'est vrai, il a raison, parce que l'éco-anxiété affecte beaucoup plus ma fille que mon garçon. Donc, bon, vous voyez, ça a une réponse au doigt mouillé, à l'échelle de mes enfants. Mais ça mérite vraiment de regarder. Mais je voudrais aussi répondre à la question sur la confrontation d'idées. Est-ce que le fait de le faire dans un cercle de gens qui se ressemblent, en gros, permet de s'armer davantage quand on se confronte ensuite à un public plus général ? En fait, c'est une bonne question parce que c'est la question qui nous tiraille en permanence. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de cercles, honnêtement, moi je trouve que c'est normal qu'on ait besoin de cercles de gens qui se ressemblent, qui partagent une communauté d'expériences, parce que ça nous renforce, parce que, enfin voilà, on est dans une forme de confort, de protection pour parler, etc.
Et en même temps, je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus rester ensuite dans ces uniques cercles, parce que moi, il m'est arrivé souvent, comme activiste, comme femme politique, etc., de prendre conscience avec retard qu'à force de n'avoir parlé de certains sujets qu'avec des gens avec lesquels j'étais quand même globalement en accord, le jour où je mettais ça dans le débat public, notamment comme femme politique et comme responsable, eh bien, je me rendais compte qu'en fait, j'avais le sentiment que tout le monde était à peu près au même niveau de connaissance, d'information, de documentation et donc de conviction sur le sujet. Et en fait, pas du tout. Moi, j'étais là et en fait, les gens, en termes de même d'attention au sujet, ils étaient très, très, très loin derrière et il fallait ramer comme pas possible pour rattraper ce retard. Donc, je pense que c'est très important de toujours se ménager 2 types de cercles. Un cercle où on se ressemble, voilà, pour commencer à partager, puis un cercle où on confronte parce qu'en fait, on a affaire à des gens très différents. Voilà, et... Tout à fait. Moi, je voulais juste ajouter, aujourd'hui, ce n'était pas un débat de confrontation d'idées, parce que je pense que c'est assez descriptif d'une réalité. On voulait alerter sur une réalité qui existe, et du coup, on a pris c'est pas la nature de cette table ronde, n'était pas une table de confrontation, mais justement de prendre les expertes et malheureusement, comme souvent, c'est les femmes qui s'intéressent à pourquoi le changement climatique impacte beaucoup les femmes. Et donc, on a pris les meilleurs experts et je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était passionnant. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre présence et vous souhaite une très bonne journée.